Donc, ce n'est pas Alassane Ouattara qui peut donner des leçons de morale financière à Guillaume Soro, d'autant plus qu'il s'est installé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire avec toute sa famille. Son frère, Téné Birahim Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, c'est lui qui gère les caisses. Les vraies caisses du trésor public stratégique de Côte d'Ivoire sont entre les mains de la famille Ouattara. Il gère cet argent avec sa femme. Et sa femme, Dominique Ouattara, il faut qu'on parle un peu de la fortune des Ouattara. Mais Madame Dominique Ouattara, elle est venue en Côte d'Ivoire, c'était une ménagère, elle travaillait, elle était à la maison. C'est son mari qui allait travailler, qui était professeur au lycée technique d'Abidjan, de Plateau. Monsieur Folorou, paix à son âme. Sitôt parti, cette dame s'est mise à servir de courtisane dans toutes les allées du pouvoir ivoirien, où elle a conquis et fait chavirer le maximum de cœur, ce qui lui a permis de gravir les échelons jusqu'à entrer dans l'intimité du président Félix Houphouët-Boigny. Devenue une intime du président Félix Houphouët-Boigny, c'est elle qui va recruter sous son aile Alassane Dramane Ouattara, puisque elle est blanche française. Elle ne pouvait pas se présenter comme celle qui veut être président de la République en Côte d'Ivoire, encore moins Premier ministre. Dominique Folorou nous vient, a pris Alassane Dramane Ouattara et ensemble, ils ont monté un projet de capturer l'État de Côte d'Ivoire. C'est cette femme-là qui a introduit Alassane Ouattara, qui était voltaïque jusque-là, auprès du président Houphouët-Boigny, qui a fait qu'Alassane Ouattara devienne ivoirien. Et c'est comme cela qu'Alassane Ouattara a commencé sa carrière politique. Mais Alassane Ouattara commence sa carrière politique en Côte d'Ivoire en 1989-90. Si vous déduisez de sa soi-disant date, 1942, sa date de naissance, vous faites 42 moins 90. Vous avez 90, vous enlevez d'abord 40. Il reste 50. Vous enlevez 2. Il reste 48. Donc, depuis quand un homme politique apparaît dans un pays à 48 ans? Je vous demande, hein, depuis quand un homme politique important apparaît dans un pays à 48 ans? Où était Alassane Ouattara avant ses 48 ans? C'était un voltaïque. Il poursuivait sa carrière dans les banques en tant que voltaïque. C'est Dominique Ouattara qui l'a introduit. Parce qu'elle-même s'était fait introduire dans le cercle privé du président Félix Houphouët-Boigny. C'est Dominique Nouvian-Folorou qui a introduit Alassane Ouattara dans la classe politique ivoirienne. C'est pour ça qu'il est arrivé dedans à 48 ans. 48 ans. Alors que les Guillaume Soro sont connus en Côte d'Ivoire depuis leur tendre enfance, Alassane Ouattara est connu en Côte d'Ivoire à partir de ses 48 ans. Ça s'appelle un OPNI. J'ai créé un concept pour Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit que c'était un OPNI. C'est-à-dire que c'est un objet politique non identifié qui a atterri sur la Côte d'Ivoire, un peu comme les ovnis, les objets volants non identifiés. Ouattara était un OPNI. Tombé sur la Côte d'Ivoire comme ça, sorti de l'entregent de Mme Dominique Nouvian, qui a réussi à convaincre le président Houphouët-Boigny que ce voltaïque ne nuirait pas au plan successoral du président Houphouët-Boigny et qu'il ferait l'affaire, il gérerait l'économie et il ne s'occuperait pas de la politique. Alors qu'elle et son voltaïque avaient prévu de capturer l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'elle, Dominique Ouattara, c'est une femme politique. Ce n'est pas une femme d'affaires seulement. C'est une femme politique. Encore plus politique que son mari, parce que c'est elle qui l'a fabriqué, politiquement. Cet homme n'était qu'un banquier quand cette femme l'a rencontré. C'est elle qui en a fait un homme politique. C'est elle qui en a fait un homme politique. Et elle, qui n'avait aucune fortune particulière à son arrivée en Côte d'Ivoire, elle a accumulé sa fortune en gérant les biens immobiliers du président Houphouët-Boigny et les biens immobiliers de la République de Côte d'Ivoire. C'est là qu'elle a fait son accumulation primordiale. Tout le monde le sait. Il y a des gens qui tremblent à l'idée de le dire en Côte d'Ivoire parce que l'arsenic circule. Pourtant, c'est vrai. Et la Côte d'Ivoire est en train de mourir parce que cette vérité n'est pas partagée par les militants moutons du RHDP qui ne voient pas que ce couple-là est un couple qui veut tuer ce pays. Un couple qui veut massacrer ce pays uniquement pour conserver le pouvoir. Un couple complètement dédié à l'accumulation de l'argent. Un couple dédié à Mammon. Un couple qui considère que le but de la vie d'un être humain sur la terre, c'est d'accumuler des milliards. Accumuler la gloire, les paillettes, l'admiration. Un couple profondément démoniaque.
Ces gens-là, ils pillent la Côte d'Ivoire depuis le milieu des années 80. Dans les années 90, ils ont utilisé les privatisations pour s'en mettre plein les poches. Les Ouattara. Ensuite, ils ont utilisé les relations qu'ils ont tissées. Quand Ouattara était Premier ministre, ils les ont utilisées pour promettre de brader davantage la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'ils ont obtenu des soutiens pour reprendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et actuellement, ils sont prêts à revendre, mais à vendre encore davantage, à brader encore davantage la Côte d'Ivoire et même toute l'Afrique s'ils le pouvaient, pour conserver le pouvoir. Donc, comment Alassane Ouattara peut donner des leçons en matière de moralité financière à quelqu'un dans ce monde? Est-ce qu'Alassane Ouattara peut se regarder dans une glace et dire « Je n'ai pas volé l'argent de la Côte d'Ivoire » Alassane Ouattara peut-il se regarder dans une glace et le dire? Peut-être qu'il est aveugle et qu'il se mettra devant une glace et ne se verra pas et le dira. Parce que lui, il n'est pas à un mensonge près. Quelqu'un qui prend un budget de souveraineté de 342 milliards chaque année, peut-il faire la morale à Guillaume Kibafori Soro? Si Alassane Ouattara avait la preuve que Guillaume Soro a détourné des fonds publics, est-ce qu'Alassane Ouattara se serait contenté de son faux coup d'État imaginaire attribué à Guillaume Soro et du problème de la villa qui a pourtant été achetée par l'État de Côte d'Ivoire et remise à Guillaume Soro? Est-ce que c'est ça qu'Alassane Ouattara allait prendre comme affaire? S'il avait des preuves de détournement massif de deniers publics, vous pensez qu'on serait assis là en train de discuter? C'est ce qu'Alassane Ouattara aurait sorti. Il aurait montré que Guillaume Soro a pillé le trésor public. Or, Alassane Ouattara a un problème, c'est qu'il a peur de quitter le pouvoir parce que lui, il sera facile de montrer qu'il a volé. Je recommence. Ouattara, comme vous voyez là, il a un problème. Il a peur de quitter le pouvoir parce que pour ce qui le concerne, il ne sera pas difficile de prouver qu'il a volé. Et Ouattara sait que s'il est prouvé qu'il a volé, il finit la dernière partie de sa vie en prison. Et le peuple de Côte d'Ivoire, dans son écrasante majorité, aimerait voir Alassane Ouattara enchaîné et en prison. La scène d'Alassane Draman Ouattara enchaîné et en prison aura un effet thérapeutique sur le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens seront guéris d'une souffrance profonde. Le jour où Ouattara sera arrêté, jugé et condamné. Parce que Ouattara n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens pour tout le mal qu'il leur a fait. Et Ouattara continue à leur faire du mal. Et Ouattara prévoit de mener une guerre civile sanglante en Côte d'Ivoire pour essayer de s'accrocher au pouvoir. Et Ouattara s'est armé. Et Ouattara est allé acheter des armes au Niger. Et Ouattara achète des armes matin, midi et soir. Et Ouattara élève sa barrière. Ouattara achète des nouvelles voitures blindées. Ouattara prépare sa guerre, sa dernière guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire. Donc cet homme-là ne peut pas faire de morale en matière financière parce qu'il a construit toute sa carrière sur la razzia, le détournement, le vol, l'accaparement. C'est un arracheur de femmes des gens. C'est un arracheur de maisons des gens. C'est un arracheur de pays des gens. Je recommence. Ouattara est un rasieur. Les rasieurs, depuis le Moyen-Âge, sont des groupes archaïques, pseudo-religieux, grands buveurs de vin, de whisky et consommateurs de porc qui prétendent être musulmans et qui salissent l'islam. C'est ça les rasieurs. Ce sont des profanateurs par définition, des individus adjoumaniens. Adjoumani ressemble parfaitement à son maître. Ils sont profanateurs dans l'âme. Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire, il s'est mis à arracher d'abord les intimes du président et l'anecdote dit que le président Chirac n'a jamais accepté de rencontrer Ouattara parce qu'il en voulait à Ouattara d'avoir arraché une concubine du président Houphouët. Tout Abidjan le sait. Et les Ivoiriens, traumatisés, terrorisés, ne peuvent plus le dire. Quand tu dis ça à Abidjan, tu regardes derrière toi. Parce que Ouattara ne respecte pas la parole critique d'autrui. C'est un arracheur de femmes des gens. Je viens de vous donner un exemple. Deuxièmement, Alassane Ouattara, que vous voyez là, c'était un arracheur de maisons des gens. Tout le monde a vu Alassane Ouattara arracher les biens des Ivoiriens à Cocody Danga. Tout le monde a vu Alassane Ouattara exproprier des Ivoiriens pour donner à sa famille, à son clan. Tout le monde l'a vu. C'est un arracheur de biens. Sa femme et lui sont des arracheurs de biens. C'est des pilleurs. Ils sont rapaces, voraces. Quand il faudra faire le bilan des terrains qu'ils ont achetés, des acquisitions qu'ils ont faites, les Ivoiriens vont s'évanouir quand la liste va sortir. La saignée est grande, le mal est énorme. Alassane Draman Ouattara, c'est un arracheur de pays des gens. Car n'oubliez jamais que le problème d'Alassane Ouattara commence très tôt, par un grand mensonge. Le problème de Ouattara a commencé quand Ouattara a refusé
d'assumer son passé voltaïque. La maladie dont Ouattara souffre, la ouattarite, c'est-à-dire la mythomanie, la mégalomanie et le sadisme, a commencé quand cet homme a refusé de reconnaître son pays d'enfance. C'est-à-dire qu'il n'a pas été capable de faire comme moi. Reconnaître la tombe de son père et de sa mère dans mon Cameroun natal. Être attaché à mon Cameroun natal. Et pourtant, être capable d'être le fils de l'Afrique, le fils adoptif de la Côte d'Ivoire et un citoyen adoptif de France. Ça s'appelle la cohérence. Ouattara, lui, il est dans l'incohérence. Tu passes toute ton enfance, tu nais, tu grandis en Haute-Volta, tu nies. Tu renies tes camarades d'enfance, tu renies tes camarades d'école primaire, tu renies tes camarades de collège, tu renies tes camarades de lycée. Tu renies même tes camarades d'université qui savent que tu es un voltaïque. Tu renies ta culture voltaïque. Tout ce qui reste, c'est ton accent. Un peu comme moi, mon accent camerounais est là. Même quand je parle le français de France ou le français de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui connaît les accents sait que cet homme-ci, il est originaire du Cameroun. Ouattara, lui, n'assume pas. C'est ça le problème. Et la maladie dont souffre la Côte d'Ivoire, c'est d'être prise en otage par un individu qui ne s'aime pas lui-même. Un individu engouffré dans la haine de soi. Un individu qui s'est menti à lui-même et qui a menti sur lui-même. Et qui essaye de sauver ce mensonge en s'octroyant une grandeur. Ah, je suis descendant d'empereur. Ça, c'est typiquement les maladies des mythomanes. Je suis descendant d'empereur. Peut-être même que c'est Louis XIV qui était venu le mettre au monde avant de repartir dans le XVIIe siècle. Je suis descendant d'empereur. Mon grand-père était empereur. Parce que toi, tu ne veux pas reconnaître que tu es de Saint-Doux, là où il y a la tombe de ton papa, et que tu es un voltaïque de naissance. Et à cause de cela, tu fais souffrir tous les Ivoiriens depuis 30 ans. Une femme qui est française, de père et de mère, t'a introduit en Côte d'Ivoire, a fait que toi, tu deviennes Ivoirien pour torturer les Ivoiriens. Vous deux, là, qui êtes des Ivoiriens d'adoption, vous torturez les Ivoiriens, vous organisez une présidentielle où vous excluez 40 Ivoiriens. 40. Et vous, vous êtes dedans. Mais ça, c'est de la méchanceté sous sa forme la plus crasse. Donc, Ouattara souffre de ça. Il faut que les Ivoiriens sachent qu'ils ont affaire à un fou. Ouattara est fou. Il est fou parce qu'il a menti sur son passé. Quand tu mens sur les tombes de tes parents, quand tu mens sur ton passé, tes ancêtres, quand tu mens là-dessus, tu es maudit. Et tu te comportes comme un maudit. Et tout ce qui t'approche récolte une part de malédiction. Ouattara, que vous voyez là, se vanter, passer pour un grand type, c'est parce qu'il sait qu'il est un petit menteur. C'est-à-dire que le vrai Ouattara, le Ouattara caché, c'est un tout petit individu peureux, un petit individu fragile, vulnérable, tremblotant comme sa voix. Le vrai Ouattara, c'est un tout petit individu. C'est pour compenser cette faiblesse, ce vice, cette carence, ce néant originel de son mensonge originel, son péché le plus profond, que Ouattara invente sans cesse des histoires où il joue le plus beau rôle. C'est lui qui est le plus gros carnet d'adresse, c'est lui qui a le plus gros téléphone, c'est lui qui est l'ami de tous les grands chefs d'État, même ceux qui étaient chefs d'État longtemps avant qu'ils n'entrent en politique, lui, il est leur ami. Il peut les appeler même à 2 heures du matin, il va donner des instructions. Ah, lui, il a été économiste. Il nous a fait répéter ça autrefois. Quelle naïveté. Nous fûmes naïfs. Que lui, il a piloté 200 économies. Ah, je ne m'étais vraiment pas encore bien plongé dans le dossier de ce monsieur. Comment j'ai pu avaler que ce type-là a piloté 200 économies? Uniquement parce que nous le défendions contre l'exclusion ivoiritaire. Quelle 200 économies? Il ne peut même pas piloter une. Voilà la Côte d'Ivoire. Il est en train de partir. Le déficit commercial de la Côte d'Ivoire est toujours de moins 90%. Moins 90%. Le site de l'Université de Sherbrooke au Canada calcule les déficits commerciaux sur 53 ans de tous les pays d'Afrique francophone. La Côte d'Ivoire est à moins 90% de déficit commercial. Ouattara n'a pas inversé la courbe. Donc voilà un monsieur qui est un menteur. Et en fait, comme il sait qu'il y a des gens qui connaissent son mensonge et qui connaissent son vide originel, Ouattara les déteste et les fait souffrir. Et Ouattara se sent exister quand il fait souffrir ceux qui connaissent celui qu'il est. Ceux qui savent qui est Ouattara. Dès que Ouattara sait que tu sais qui il est, tu deviens sa cible. Soit tu dois aller en prison, soit tu dois aller en exil, soit il doit te tuer. Dès qu'Alassane Draman Ouattara sait que tu sais ce que je vous ai dit là, et ce que vous-même maintenant vous savez, sachez qu'Alassane Draman Ouattara considère que vous êtes ses ennemis. Donc le sadisme de Ouattara, c'est-à-dire son plaisir à faire souffrir les autres, est une compensation de sa mégalomanie et une compensation de sa mythomanie. Mythomane, c'est un menteur maladif.
Mégalomane, il comble son mensonge par une fausse grandeur. Sadique, il réprime tous ceux qui veulent l'amener face à la réalité. Voilà pourquoi il déteste le président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo, très tôt, a diagnostiqué son mal. Et il a dit aux Ivoiriens et au monde entier, et devant la presse française, il a dit « Ouattara est un menteur ». C'est ce qu'il est. Ce n'est pas une injure, c'est une description. Ça, ces phrases du président Laurent Gbagbo, je ne les oublierai jamais. Parce que ces phrases ont guidé mon enquête pour reconstituer la psychopathologie de Ouattara. Ouattara souffre d'une deuxième maladie, la mégalomanie. C'est la maladie des mythomanes. Les mythomanes aiment toujours inventer des choses. Et les mythomanes se donnent toujours le beau rôle. Ouattara souffre de sadisme. Le sadisme, c'est le plaisir pris à la souffrance d'autrui. Gardez bien ces trois mots-là, ces trois concepts. Quand vous voyez Ouattara, souvenez-vous. Mythomanie, mégalomanie, sadisme. Les trois donnent une seule maladie que nous appelons désormais la ouattarite. Parce que Ouattara nous permet d'introduire un néologisme dans la description des maladies mentales politiques, la ouattarite. Quand il y aura un homme politique qui va souffrir de la même chose, ça ne sera pas compliqué. On va dire, voilà, vous êtes en train de souffrir de ouattarite. On demande, question numéro 12, bientôt ce sera fini. Alassane Ouattara, la France a-t-elle été complaisante envers Guillaume Soro? Il dit que Guillaume Soro doit respecter le droit de réserve en France, que Guillaume Soro n'a qu'un visa de tourisme en France. Réponse à M. Ouattara. Ah bon? Quand la France vous reçoit à l'Élysée, ce n'est pas de la complaisance. Mais quand la France respecte les droits d'un homme qui vit sur son sol de s'exprimer, c'est de la complaisance. Vous voyez Ouattara? Deuxièmement, Guillaume Soro doit respecter son droit de réserve, mais Alassane Ouattara, pendant 17 ans, quand il était en exil, il vivait où? Et depuis où il parlait? De quelle position Alassane Ouattara a dit « je vais rendre ce pays ingouvernable » De quelle position Ouattara a dit « nous allons frapper ce régime et il tombera » Il était en France. Mais Alassane Draman Ouattara, vous avez oublié que c'est depuis la France que vous avez lancé tous vos messages incendiaires contre la Côte d'Ivoire? On dit ce qui a tué Maklakla, c'est ce qui va tuer Makloklo. Alassane Draman Ouattara, c'est la même France-là, le même pays des libertés d'expression que nous utilisons pour vous parler. Donc, le leader Guillaume Soro n'est même pas allé dans un autre pays. S'il était allé, je ne sais, en Angleterre essentiellement, ou en Allemagne, s'il était allé ailleurs, mais il est allé là où vous-même vous êtes. Il est allé là où vous-même vous êtes allé pendant 17 ans, M. Ouattara. Ouattara, vous êtes allé pendant 17 ans de votre vie à Paris. C'est à partir de Paris que vous balanciez vos propos incendiaires sur la Côte d'Ivoire. Que vous est-il arrivé? La police française est-elle une seule fois venue vous chercher chez vous parce que vous avez annoncé que vous alliez renverser le gouvernement de Côte d'Ivoire? Non. Eh bien, la police française, la gendarmerie française n'ont pas le droit d'empêcher un citoyen, fût-il un citoyen étranger d'origine ou de nationalité étrangère, ils n'ont pas le droit de l'empêcher de s'exprimer sur le sol français. Guillaume Kibafori Soro peut s'exprimer matin, midi et soir. Et d'ailleurs, sa dernière conférence de presse, il l'a donnée à moins de 200 mètres de l'Élysée. 200 mets de l'Élysée, alors qu'Alassane Ouattara ne peut pas accepter une conférence de presse de l'opposition en face du palais présidentiel au plateau. Emmanuel Macron est dans son bureau, Guillaume Soro est dans son hôtel. Chacun fait son travail. Nous, en France, on n'a pas peur que les gens s'expriment. Ça ne nous fait pas peur. Parce que les Français se bâtirent et des Africains se bâtirent ici pour cette liberté-là. Nos ancêtres, nous, Africains, et les ancêtres des populations françaises autochtones se bâtirent pour que la République existe. Donc là où nous sommes assis, là, Alassane Ouattara, on peut vous framponner matin, midi et soir. Et puis ça ne va pas quelque part. Je recommence. Alassane Draman Ouattara, nous vous framponnerons depuis la place de France, matin, midi et soir. Et puis ça n'ira pas quelque part. Je ne suis pas un exemple. Je vous framponne comme je veux. Ça fait 2h19 que je vous framponne. Il n'y a pas une seule autorité française qui peut frapper à ma porte pour me dire pourquoi vous parlez. Je suis un intellectuel de la République française. Et sur le sol de la République française, depuis 1789, des hommes se sont battus, notamment pour que des gens comme moi parlent.